Je crois que la zone euro, il faut bien la percevoir comme une entreprise historique de très long terme. L'Europe elle-même est une entreprise historique de très long terme qui a déjà 2/3 de siècle derrière elle dans sa modalité actuelle et il faut la juger, l'apprécier dans une perspective à mon avis stratégique, historique de très long terme. La zone euro elle-même a été inventée il y a longtemps, à vrai dire. L'idée d'une monnaie unique européenne est une ancienne idée. Elle a eu un certain nombre de méditations, de réflexions préalables, notamment le fameux rapport Werner, le rapport Marjolin avant le rapport Werner. Raymond Barre lui-même a été très, très impliqué dans la genèse de l'idée. Et bien entendu, on a eu ensuite alors des négociations. L'euro a maintenant 20 ans. 20 ans, c'est très jeune historiquement. C'est une très courte période. Mais dans ces 20 ans, je crois qu'on peut dire que la zone euro et l'euro ont été mis à l'épreuve. On a eu dans ces 20 années-là la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale sur le plan économique et financier. On a eu des pays avancés qui ont été placés dans une situation terrible, notamment, bien entendu, les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances dramatiques, la zone euro a tenu. Nous étions 15 pays dans la zone euro au moment de l'effondrement de Lehman Brothers. Les 15 sont toujours dans la zone euro et 4 nouveaux pays sont entrés dans la zone euro après Lehman Brothers. Ce qui fait que nous sommes 19 aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est une démonstration de résilience assez remarquable que de tenir, non seulement de tenir dans la pire crise financière et économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais en plus de continuer, d'augmenter le nombre des pays membres. Quant à l'euro, tout le monde sait que c'est une monnaie crédible, une monnaie qui inspire confiance, qui a parfaitement tenu son rôle de deuxième monnaie mondiale après le dollar des États-Unis, mais très loin devant la troisième. Donc dans ma perspective, cette création historico-stratégique de la zone euro, de l'euro, de l'Europe qui se fait, la zone euro représente maintenant une part totalement prédominante, évidemment, de l'Union européenne, particulièrement depuis que nous savons que l'Angleterre, le Royaume-Uni va nous quitter. Donc nous sommes en présence, encore une fois, d'une entreprise historique de long terme. Il est clair, à mes yeux, que dans le futur, dans l'avenir, la zone euro, en tant qu'entité économique, avec une monnaie unique, que l'Europe, en tant que formidable entité économique, commerciale et stratégique, doivent encore progresser dans beaucoup de dimensions. Bien entendu, la gouvernance économique, financière de la zone euro, budgétaire de la zone euro, doit encore faire beaucoup de progrès, et il y a de nombreuses propositions sur ce plan, mais je crois que les autres dimensions, qui sont encore largement inexplorées, doivent donner lieu à des avancées très importantes, par exemple, évidemment, dans le domaine de la défense, de la sécurité interne et externe du continent européen, dans le domaine du contrôle des frontières. Un contrôle fédéral des frontières paraît maintenant une quasi-obligation compte tenu de ce que nous avons observé sur le plan de l'immigration et des défis associés aux migrants. Donc nous avons beaucoup de dimensions qui ne sont pas à proprement parler directement des dimensions économiques, financières, budgétaires, mais des dimensions essentielles sur le plan stratégique et géostratégique. Si on se place dans une perspective de long terme, nous avons à peu près, depuis le début, si vous voulez, de la construction européenne, 66 années derrière nous. Si je me place sur les 66 années devant nous, je pense qu'il est très raisonnable d'imaginer une Europe qui aura effectivement sa défense et qui jouera dans un monde qui aura très profondément changé, parce que nous n'aurons pas simplement que dans la constellation des nouvelles puissances, nous n'aurons pas seulement la Chine, nous aurons aussi évidemment l'Inde, nous aurons aussi très probablement des pays comme l'Indonésie, très évidemment le Mexique et le Brésil, et
peut-être d'autres entités, notamment en Afrique. Songez que le Nigeria aura lui-même une population gigantesque à cette échéance, et donc nous aurons un rôle à prendre comme une très grande entité ayant des responsabilités énormes, non seulement sur le plan économique, commercial, évidemment monétaire, mais aussi sur le plan des valeurs qui seront plus que jamais, à mon avis, un enjeu colossal dans le monde que j'imagine dans 66 ans. Je crois, quand on regarde la probabilité d'avoir de nouveaux très grands défis sur le plan économique et financier, je ne suis pas enclin à être optimiste personnellement. Je pense que de nombreux éléments doivent nous conduire à être très très vigilants. Un seul élément parmi beaucoup d'autres que j'aimerais souligner. Nous avions au moment de l'explosion de la crise, des crises successives des subprimes en 2007 et du dépôt de bilan de Lehman Brothers en 2008, nous avions le sentiment, et je crois que ça fait l'objet d'un consensus, que le surendettement public et privé avait joué un très grand rôle dans la vulnérabilisation de l'ensemble des économies des grands pays avancés, et singulièrement des États-Unis, de la zone euro, de l'ensemble des pays européens, y compris l'Angleterre, et du Japon. Le Japon ayant précédé un peu les difficultés majeures que nous avons tous éprouvées dans le monde des pays avancés en 2008. Le paradoxe, c'est que quand je regarde un indicateur très simple, qui est l'endettement total, public et privé, comme une proportion du produit intérieur brut mondial, je découvre que nous avons aujourd'hui un endettement total en proportion du produit intérieur brut mondial supérieur à ce que nous avions en 2007. En d'autres termes, si cet endettement total est un bon indicateur de vulnérabilité, nous sommes plus vulnérables aujourd'hui que nous ne l'étions à ce moment-là. Ce n'est pas le seul indicateur, il y en a d'autres, et nous ne sommes pas restés immobiles depuis la crise. Il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits, notamment dans les règles de prudence pour les institutions financières, les banques, pas seulement les banques, bref, beaucoup de choses ont été faites. Mais néanmoins, nous sommes toujours dans une situation de vulnérabilité très importante du fait du surendettement, et ceci doit appeler à la plus grande vigilance et au redressement des politiques qui sont poursuivies dans les pays avancés, et dans le nôtre en particulier, et aussi dans les pays émergents, comme on dit, ou dans les pays en développement, car tous nous sommes frappés par un surendettement qui galope.